Radioactivité, bonjour, vous êtes bien sur le 96.5. Aujourd'hui, dans notre émission « Les livres sont à l'honneur » sur Radioactivité, je me trouve avec les éditions des Jardins du Livre pour la sortie d'un superbe ouvrage qui s'intitule « L'homme qui a battu Kasparov ». On rappelle que Kasparov, il est champion russe du monde des échecs, donc sans vraiment savoir jouer aux échecs. La personne donc qui a écrit cet ouvrage est Feng Xiong-Su. Pour en parler avec moi en direct, Pierre Jovanovic, il est directeur littéraire de la maison d'édition Le Jardin des Livres à Paris. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous allez bien ? Ah oui, on est content de vous retrouver sur Radioactivité. Alors dans cette histoire, Pierre, incroyable pour l'époque, vous vous êtes intéressé au match qui a changé le cours de l'histoire en mai 1997. Un face-à-face entre deux monstres. Alors un humain, Kasparov, et une armoire de 2 mètres de haut, Deep Blue. Pouvez-vous nous expliquer, Pierre, pourquoi nous replonger dans ce monde de l'intelligence humaine, intellectuelle et même artificielle et industrielle ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, la puissance qu'il y avait dans l'ordinateur d'IBM en 1997, aujourd'hui, vous l'avez dans votre téléphone, qui tient dans le sac à main ou dans la poche. Et c'est ça qui est absolument, quelque part effrayant, mais en même temps fascinant. C'est-à-dire qu'on ne se rend absolument pas compte que l'humanité, si vous voulez, a accouché à son tour du film Blade Runner. Oui. C'est-à-dire que nous avons fabriqué une puce qui peut nous remplacer dans beaucoup de choses. Nous avons fabriqué quelque chose qui peut nous remplacer. Nous avons fabriqué quelque chose qui nous parle et qui est beaucoup plus intelligent que nous. Alors, pour vous donner une idée, à l'époque, Garry Kasparov, vous savez, aux échecs, vous avez une sorte de classement, vous savez, comme pour les joueurs de tennis ou pour le football. Eh bien, le champion du monde, Kasparov, était, on va dire, à 2500. Elo. C-I-L-O. Aujourd'hui, un ordinateur qui joue aux échecs du même niveau que le Deep Blue de 1997, il est à 3600 Elo. C'est-à-dire que au-dessus de l'intelligence humaine, maintenant, vous n'avez plus que des ordinateurs. Ah oui, c'est ça qui est absolument incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est une nouveauté, hein. Attention, c'est une nouveauté, c'est jamais arrivé. Et cet ordinateur, à l'époque, il était capable de calculer 50 milliards de coups par minute. C'est énorme. Oui, c'était genre 200 millions à la 200 millions de positions potentielles, oui. Voilà, c'est ça. Eh ben, aujourd'hui, il peut aller beaucoup plus loin. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui sont capables d'apprendre à jouer aux échecs, d'apprendre à jouer au Monopoly, d'apprendre à jouer à n'importe, enfin, du moment qu'on leur donne la règle, qu'on lui explique la règle. Et en l'espace de 3 heures, 4 heures, c'est ce qui est arrivé avec l'ordinateur de Google, en l'espace de 3 heures, 4 heures de répétition permanente de parties, de matchs, etc. Aujourd'hui, l'ordinateur de Google est quasiment, enfin, il me semble, hein, de moi, je crois que c'est le numéro 1. C'est lui qui bat tous les autres ordinateurs qui jouent aux échecs. Ben oui, mais en sachant que Google, justement, a mis un programme, non, assez effarant, là, pour les échecs, là. C'est ça qui... Oui, c'est celui-là, justement. Ah, d'accord. Et ensuite, ils ont appliqué la même politique pour le jeu de Go. Et là aussi, je crois que le champion du monde du jeu de Go, alors bon, nous on n'est pas très familiers, mais je crois que c'est encore plus complexe en termes de position par seconde que le jeu d'échecs. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est important, parce que Feng Xiong-Su, c'est lui le David contre Goliath. Oui. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a programmé ce microprocesseur qui était dans l'ordinateur d'IBM. Et enfin, il a publié sa biographie, ses souvenirs. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que tout le monde s'est précipité sur Kasparov, qui est un personnage absolument détestable et puant. Oui. Alors que là, on est en présence, si vous voulez, d'un ingénieur chinois, tout jeune, tout timide, tout gentil. Voilà, il est vraiment adorable. Et c'est lui qui aurait dû être partout à la une de tous les journaux et de tous les magazines. Parce que c'est vraiment totalement fascinant ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est véritablement une première. Et ce qui est fou, c'est que durant la deuxième partie, qui a été la plus polémique, Kasparov, il avait annoncé carrément en public qu'il soupçonnait IBM de tricherie tellement il était contrarié, énervé de perdre, alors que Deep Blue avait reçu de l'aide d'un grand maître humain, disait-il, alors que pas du tout. Donc il essayait de trouver des arguments complètement bidons pour dire que lui, il y pouvait rien, qu'il était super puissant et que eux trichaient, quoi. C'est ça qui est fou. Jusqu'à la dernière minute, presque, il était encore en train de contester. Kasparov ne se rendait même pas compte de la bêtise qu'il disait. Vous voyez, vous pouvez être extraordinairement intelligent et être tout à fait un crétin, quoi. Bien. C'est vrai. Pour une raison simple,
c'est que c'était lui le champion du monde d'échecs. Et c'était pas l'ordinateur, c'était pas le Feng Shui, c'était à lui de trouver la meilleure réponse, le meilleur coup à jouer. C'était lui le champion du monde. Bah oui, forcément. Et après, il se plaint. Non, mais en admettant, je veux dire, en plus, ils n'ont même pas triché, c'est ça qui est marrant. Mais en admettant, si vous voulez, même qu'ils aient triché, peu importe. Cela voudrait dire que le tricheur joue mieux que Kasparov. Oui, franchement, oui. Voilà. Et ce que j'aime, moi, c'est que en début de cet ouvrage, c'est marqué Garry Kasparov et moi avons échangé un large sourire et une poignée de main avant de prendre place pour la première partie. Et ce qui est rigolo, c'est que au moment de la poignée de main, il souriait probablement en pensant que ces $700,000, eh bien, allaient lui rentrer dans la poche. Il n'a pas réagi que, il se pouvait que Deep Blue deviendrait exclusivement le grand vainqueur de ce tournoi, quoi. Il était très très confiant, hein. Il était persuadé qu'il allait remporter la partie exactement comme il était auparavant, et il avait attaqué en dilettante. Hein. Oui. Parce qu'il était persuadé que c'était toute la presse disait c'est le champion du monde, etc. Donc il ne pouvait que battre une armoire normande qui est infoutu d'avoir une stratégie. Et là, en fait, il s'est rendu compte que oui. Là, il s'est rendu compte que l'ordinateur, en examinant 200 millions de positions par seconde, il pouvait retenir la meilleure. Par définition, qui l'emmènerait à la victoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné dans le livre, c'est à propos d'IBM, on peut voir Dieu jouer aux échecs. C'est tout à fait extraordinaire cette phrase que j'ai trouvée. Je dis, ce jour-là est le plus important depuis l'invention de l'écriture. C'est aussi simple que ça dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai. C'est quand même quelque chose de grandiose, hein. Alors, il y a une morale quand même, Pierre, de ce bouquin. La morale, ce n'est pas une victoire de la machine contre l'homme, mais celle d'une équipe d'humains contre un seul homme. Mais bien sûr, je veux dire, c'est pas la machine qui gagne. La machine n'est que le résultat du travail absolument acharné, si vous voulez, de Feng Shui oui. Et de toute l'équipe d'IBM. C'est tout un savoir-faire industriel. C'est eux qui ont effectivement permis de dépasser. C'est comme un accouchement, en fait. Oui. C'est très curieux. Les mecs, ils ont accouché d'une puce. Sauf pas n'importe quelle puce, quoi. C'est aussi une victoire de ceux qui croyaient en l'avenir de l'intelligence artificielle à cette époque envers tout et contre tout. C'est un match qui a mis quelque part en lumière les possibilités qu'a l'intelligence artificielle, mais ça marque aussi un regain, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un regain d'intérêt aussi pour cette discipline qui a souvent été délaissée, oubliée, les échecs. Tout à fait. En fait, délaissée, non, en fait, tous les 2-3 ans, il y a un phénomène. Alors, le dernier, par exemple, c'était vous savez, la série sur Netflix, Le jeu de la dame, qui est... Oui, je l'ai vu. C'est remarquable, hein. C'est vraiment très très bien. Vous voyez, ça a cassé, si vous voulez, cette championne d'échecs a cassé l'image comme quoi l'homme était plus intelligent que la femme, etc., etc. C'est quelque chose qui était toujours là, marqué. Et pour une première fois, si vous voulez, ça a été démontré, on va dire, scientifiquement, même si on le savait depuis longtemps. Bien sûr. En tout cas, la machine, elle est quand même encore loin d'atteindre l'intelligence d'un être vivant. On le voit avec Tesla, hein. On le voit avec l'intelligence artificielle, avec toutes les puces qui sont dans les voitures Tesla. Parce que Tesla, on les a vendues soi-disant qu'elle pouvait conduire de manière autonome, ce qui est déjà abusé, quoi. Sa voiture, elle est remarquable, certes, mais je veux dire, déjà, nous, quand on est en état normal, on peut avoir des accidents. Alors, vous pouvez imaginer un système, un robot d'intelligence artificielle qui conduit une voiture. C'est du grand n'importe quoi. Oui. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais tant que vous êtes sur une ligne droite, sur une autoroute, et que cette ligne droite n'est pas interrompue et qu'il n'y a pas un camion qui se met devant vous, vraiment bref, il peut conduire tout droit pendant un temps. Mais ce qui est bien, c'est que ce livre, il montre aussi que l'intelligence artificielle, c'est génial, et que les ingénieurs en informatique doivent aussi être mis en avant, surtout ce genre de petit ingénieur tout timide, tout gentillet derrière son travail, son poste. Et il faut aussi dire que c'est grâce à eux, justement, qu'un tel travail peut aboutir. Des petites mains comme ça d'ingénieurs en informatique qui mettent toutes leurs forces pour arriver à quelque chose d'incroyable, d'irréel même. C'est même surhumain tout ça. C'est surhumain, vous avez très bien résumé, hein. Parce que non mais c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'en 1997, personne n'avait imaginé que l'ordinateur finirait par battre le champion du monde d'échecs. On pouvait pas se le dire. Je pense que l'humanité en elle-même, si vous voulez, ne pouvait pas admettre l'idée qu'elle avait inventé un outil qui était plus intelligent, entre guillemets, hein, plus intelligent que lui. Et à terme, si vous voulez, ce qui risque de se passer, parce que bien entendu, c'est-à-dire que l'ordinateur peut voir beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il peut vous dire ce qui va se passer dans 15 jours. Oui.
C'est fou, hein. Vous l'avez déjà, hein. Oui. Là, ça s'appelle la météo. Quand il se plante pas, oui. Ouais, oui, non, mais c'est de plus en plus rare qu'il se plante, hein. Oui. C'est de plus en plus rare, attention. Je vois sur le Météo France, franchement, et c'est rarissime qu'il se trompe. Heureusement encore qu'il se trompe d'ailleurs, parce que là, franchement, ça ferait peur. Mais toujours est-il, si vous voulez, que le calcul, dans sa brutalité simple, dans sa simplicité biblique, on va dire, vous permet de voir le futur. C'est ça. N'oubliez pas, les traders utilisent des ordinateurs quantiques, quasiment. Ils utilisent des systèmes de télécommunication, si vous voulez, qui leur permettent d'avoir une information une milliseconde avant les autres banques. Et ces millisecondes-là, ça leur permet, si vous voulez, de gagner de l'argent. Bien sûr. En fait, je tiens à vous remercier parce que vous avez fait sortir, en fait, dans cette interview, des choses nouvelles auxquelles je n'avais pas du tout songé. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, l'intelligence artificielle, techniquement, c'est fait pour prévoir l'avenir, à la base. Oui. Et c'est ce à quoi exactement les traders l'utilisent aujourd'hui, et les banques, et surtout l'humanité. Je veux dire, on se sert des ordinateurs pour calculer le temps qu'il va faire demain. C'est-à-dire essayer vous savez, les prêtres d'Amon en Égypte, le prêtre d'Amon, il était là, c'est lui qui devait donner la météo, le futur, afin que les paysans soient prêts pour les récoltes. C'est vrai. Pour que les récoltes ne soient pas emportées par le Nil, etc. Ça avait une importance capitale, hein. Tout à fait. Écoutez, oui, vous avez fait sortir un autre point. Quelque chose de un autre point, voilà, Oui, très vrai. important. Et c'est vrai que là, en fait, on a cet ordinateur, cet IBM qu'aujourd'hui on a tous dans notre poche. C'est une sorte de prêtre d'Amon, voilà, de prêtre qui, avec ses incantations, ses sonneries, nous dit le temps qu'il va faire demain. C'est vrai. Et vous savez ce qu'il est devenu, notre cher grand Kasparov? Oui, Kasparov est aux États-Unis, donc il est devenu un opposant à Poutine. Oui, enfin c'est un opposant toujours. Et il a pris sa retraite. Hein. Oui, il continue toujours. Il écrit. Vous savez, tous les champions à un moment donné prennent leur retraite, forcément, parce que l'âge moyen, si vous voulez, c'est très intéressant parce que aux échecs, il y a que le cerveau qui fonctionne, contrairement, si vous voulez, à l'athlétisme, par exemple, ou au rugby, au football. Et donc, mais dans l'ensemble, on a quand même des champions, si vous voulez, qu'ils soient sportifs ou cérébraux. Dans l'ensemble, si vous voulez, c'est maximum trentaine, quoi. Et on voit qu'il y a une sorte de déclin à partir de cet âge-là. C'est très très intéressant là aussi. Il a fait à peu près, c'est de 1985 à 2000. Hein. Il a été champion. C'est quand même pas mal, hein, pour faire fumer le cerveau. Ah non, mais il était remarquable. Hein. Il était absolument, vraiment redoutable. Mais en général, les champions d'échecs, si vous voulez, ils sont toujours assez exceptionnels. Hein. Il avait joué contre un petit gamin, je me souviens, un Indien. Et il l'avait un peu dénigré parce que le gamin s'était super bien débrouillé. Et, il avait même pas voulu lui serrer la main ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ah non, ça c'est Magnus Carlsen. Oui, en effet, c'est Magnus Carlsen, le champion du monde actuel. Et il avait vraiment, il lui a même pas accordé un regard, un encouragement. Oui, c'est choquant. Alors que le gamin avait 10-12 ans, je ne sais plus. Enfin bon, vous voyez que c'est vraiment un sale caractère, quoi, Kasparov. Ouais. Mais il paraît qu'il n'est pas rancunier, Kasparov, parce qu'il a aidé DeepMind à comprendre les faiblesses potentielles d'AlphaZero et il estime que le rôle de l'humain sera celui de comprendre comment en tirer le meilleur. Ah bah dis donc, on peut croire ça de lui. J'espère qu'il le dit sincèrement parce que il a pas montré... Oui, je pense qu'il est sincère. Parce que n'oubliez pas, je veux dire, le jeu d'échecs, c'est avant tout des mathématiques et c'est surtout l'inconnu. Donc c'est le mélange de mathématiques et avec ses limitations dans l'inconnu et de l'espace. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que quand vous jouez aux échecs, au bout de, je sais pas, 3-4 parties, vous avez déjà 14 millions de possibilités, quoi. Oui. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai l'impression avec ce livre, on est dans le cœur de quelque chose qui nous dépasse. Oui, c'est vrai. Et comme c'est si bien dit sur la couverture du livre, au-delà de l'aventure intellectuelle, philosophique et industrielle, ce livre montre également que dans les combats du style David et Goliath, comme vous l'avez dit, eh bien, seule la passion et la détermination permettent de défaite en défaite d'arriver finalement à la grande victoire. C'est vrai. C'est très bien dit et c'est sur ça qu'on va terminer. On va vous remercier infiniment, Pierre, pour toute cette analyse. On retiendra. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'est moi. J'ai toujours plaisir à discuter, à faire des interviews avec vous. Merci beaucoup. Les interviews sont très très vivantes. Elles sont passionnantes et je suis persuadé que vos auditeurs
Et les auditrices sont accrochées effectivement au parleur. Oui, tout à fait. Et on va retenir bien sûr de ce beau livre une aventure extraordinaire de l'humanité, ça c'est sûr. On peut vous retrouver Pierre au jardindeslivres.com ou sur votre page Facebook édition Le Jardin des Livres, et puis voir la boutique en ligne. Si on veut faire plaisir à un proche, à un ami, il nous suffit de commander et puis simplement sur votre site, et puis on reçoit à la maison le livre. Voilà, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le jardindeslivres.fr. Voilà, vous pouvez le commander sur Amazon, chez nous. Oui. Alors, je précise que le Jardin des Livres, lui, paye ses impôts en France, contrairement à Amazon. Mais néanmoins, Amazon fait un travail effectivement que, je veux dire, tout le monde peut obtenir ses commandes, ses livres en temps et en heure. Bien sûr. Et en fait, nous, au Jardin des Livres, on est plus rapide qu'Amazon. Hein. C'est vrai? Ah oui. Même s'ils ont des robots. Voilà, un très bon exemple. Amazon, par exemple, vient d'acheter, c'est pareil, d'embaucher un robot, mais qui est tellement intelligent, entre guillemets, qu'il est capable de reconnaître n'importe quel produit qu'il prend dans ses griffes, dans ses mains. J'ai vu ça aux informations. Ah, c'est tout à fait extraordinaire. C'est incroyable. Vous voyez, ce robot est le descendant direct de ce qui s'est passé. Exactement. Le 11 mai 1997. Et vous voyez, tout est lié. Voilà. Mais au Jardin des Livres, il n'y a pas encore de robot. Voilà, c'est déjà rassurant. Ce sont des petites mains bienveillantes et dynamiques qui travaillent. Exactement, voilà. Et une petite pensée à Marie, toujours bienveillante avec nous sur Radioactivité. Écoutez, merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir.